J'avance. Sylvie Matera, j'aimerais avoir votre lecture de cette décision de la Banque nationale suisse. Comment vous réagissez quand vous voyez qu'on revient au taux zéro, avec l'idée que peut-être que l'étape suivante, ce sont les taux négatifs? Et je commence par vous, parce que je sais ce que va me dire Jean-Pierre Petit. Alors oui, la Banque nationale suisse est revenue à des taux zéro cette semaine. Alors effectivement, quand on regarde l'inflation, on est en dessous de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne en Europe et en Suisse, bon, qui est hors d'Europe de ce point de vue-là, mais on est à des taux d'inflation qui sont en dessous l'objectif fixé par les banquiers centraux. Donc c'est assez naturel qu'on ait cette tentation de baisser les taux. Là, la Banque centrale a encore baissé, mais a dit qu'elle s'était maintenant dans une position plutôt attentiste compte tenu des évolutions de l'impact sur la macroéconomie des évolutions politiques en cours. Donc je pense qu'on peut attendre, on aura sans doute un été relativement calme. On aura sans doute un été relativement calme et peut-être d'autres décisions après l'été. Mais effectivement, en Europe, l'inflation va continuer à baisser. Elle est en dessous des 2%. Et donc, naturellement, on devrait continuer à avoir ces baisses de taux pour relancer aussi l'économie. Parce que si l'inflation baisse, l'économie, elle, par contre, est à la peine. Hein. Et on voit en Europe, elle est pas très élevée. Et en France, au sein des pays européens, les perspectives de croissance sont parmi les moins importantes, les plus faibles. On est à 0,6 sur la liste, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc, contrairement à ce que laisse entendre Christine Lagarde, la BCE, selon vous, devrait continuer, y compris pendant l'été, à baisser ses taux d'intérêt? Je ne pense pas qu'elle le fera pendant l'été. Je pense que a priori, elle ne le fera pas pendant l'été. Non, je pense que. Alors, par contre, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, il y a d'autres voix au sein du Conseil des gouverneurs qui disent bon, on a peut-être assez baissé, il faut attendre pour voir. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au cours de l'été, on n'aura pas de mouvement. On verra après à la rentrée, mais je pense que compte tenu, sauf grande surprise, l'évolution de l'inflation ne va pas remonter. Et on voit bien sur les prix du pétrole qui sont un déterminant important de l'inflation. Alors, il y a l'incertitude sur les tarifs, ce que ça va donner. Bon. Mais bon, d'un autre côté, normalement, on devrait encore avoir des baisses de taux d'ici à la fin de l'année en Europe. Alors, par contre, la situation aux États-Unis est différente. Et puisque là, la Banque centrale, la Fed n'a pas pour l'instant baissé ses taux, elle est soumise à une pression politique forte pour le faire. Légèrement, oui. Et depuis cette semaine, on a des voix à l'intérieur du Conseil des gouverneurs de la Fed qui s'élèvent pour dire que maintenant, il faut baisser les taux. Alors, il faut bien voir que la Fed a deux objectifs. Ce n'est pas uniquement l'indice des prix pour la Fed, c'est les prix et le secteur économique, donc le taux de chômage. Ce que disent notamment le numéro 2 de la Fed, donc Michel Bowman, qui est aussi en charge de la supervision pour les États-Unis, c'est qu'elle commence à sentir des signes de faiblesse sur le marché du travail qui n'avaient pas été le cas jusqu'à présent et qui serait un critère pour baisser les taux. Donc là, je pense que la Fed essaiera d'avoir une approche rationnelle, mais ils sont quand même soumis à une pression politique très, très, très significative. Bon, à peu près tous les 2 jours de la part de Donald Trump, qui a dit la fois dernière, est-ce que ce serait possible que je me nomme moi-même à la tête de la Réserve fédérale? Ça vous inspire une réaction, Gilles Berset? Oui, mais... Avant de donner la parole à Jean-Pierre Petit pour faire l'apologie des taux réels négatifs. Tout à fait en accord avec ce que vient de dire Sylvie. En Europe, les policymakers font le travail dans la mesure de leurs possibilités. Alors j'insiste sur dans la mesure de leurs possibilités. Du côté de la Banque centrale, compte tenu de l'inflation et d'une croissance quand même en baisse, cette perspective de croissance donc assez basse, la Banque centrale a baissé les taux de façon successive à de multiples reprises et ne s'interdit pas de les baisser encore, comme l'a dit Sylvie, sur les prochains trimestres. Du côté de la politique budgétaire, les pays qui ont, qui en ont la possibilité, l'Allemagne en premier chef, se lancent dans des programmes de dépenses et d'investissement absolument considérables. Mais par contre, ce qu'on peut regretter, c'est que d'autres pays, comme le nôtre, n'ont plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire, dans une situation conjoncturelle basse, nous ne sommes plus en mesure d'assurer par la politique budgétaire un soutien de notre économie. Pourquoi ? Eh bien parce que ces dernières décennies, nous nous sommes mis dans une situation catastrophique sur le plan des finances publiques. La leçon qu'on doit tirer de tout cela, c'est le caractère, j'ose pas dire responsable, le mot serait un petit peu fort, mais en tout cas très très myope des politiques budgétaires qui ont pu être suivies dans un pays comme le nôtre, mais dans d'autres pays européens aussi, et qui maintenant nous interdisent d'assurer un soutien
à la conjoncture, à la demande, alors même que nous pourrions en avoir besoin, mais nous sommes dans une situation de finances publiques qui ne permet pas ça. Oui, juste un mot, parce qu'il y a aussi la capacité. Donc clairement, on n'est pas en capacité de soutenir cet effort d'investissement qui va être bienvenu en Allemagne, hein, tout à fait. Mais il y a aussi la volonté de faire, je pense que les dépenses de défense, par exemple, où il y a une pression forte pour qu'on passe à 5% du PIB pour financer les investissements en matière de dépenses. La plupart des pays européens sont d'accord, mais pas tous. Vous avez des pays comme l'Espagne qui dit bah non, moi je resterai à 2%, ou l'Italie. Et en fait, ça pose aussi problème parce que du coup, en termes de croissance, ça veut dire que ces pays-là se gardent une marge de manœuvre pour faire de la croissance et de l'investissement ailleurs, alors que nous, avec déjà des moyens réduits, on va faire cet effort d'investissement dans la défense. Donc il y a aussi une problématique de volonté au niveau européen. Et ça, je pense que ça serait vraiment le moment de renforcer la concertation européenne sur les points fondamentaux. Je ne crois pas une seconde, Sylvie, qu'un pays comme le nôtre puisse engager 5 points d'investissement, 5 points de PIB d'investissement dans la défense. Ça ferait 150 milliards d'euros de dépenses annuelles dans la défense, c'est-à-dire plus du double de ce qu'on engage aujourd'hui. Alors, c'est pas essentiellement, c'est pas que défense. Hein. Il y a aussi une partie défense et une partie générale sur sécurité. Mais quand même, je suis d'accord. Mais bon. Jean-Pierre Petit, est-ce que la Banque nationale suisse nous donne le signal du monde que vous anticipez depuis longtemps? Bien sûr. Bien sûr. Tu sais, j'ai préconisé les taux réels négatifs avec toi ici, enfin... On rappelle ce qu'est un taux d'intérêt réel négatif, c'est le taux d'intérêt nominal moins les anticipations d'inflation. Après Lehman Brothers, après la grande crise financière. Et les investisseurs qui me disaient mais vous n'y pensez pas, etc., notamment les assurances, alors je leur disais, vous savez qui c'est qui a instauré les taux réels négatifs pour la première fois? C'est un pays totalement hérétique, la Confédération helvétique. La Banque nationale suisse en 1978. Et elle a recommencé dans les années 2010 et elle va bientôt recommencer, comme vous le savez, là, prochainement. Les taux réels sont passés en territoire négatif durant les années 2010 pour des raisons très claires. C'est parce qu'on avait des pressions déflationnistes importantes. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Quelle est la situation par rapport à la décennie 2010? Et c'est amélioré en termes de dette? Non. C'est détérioré. Est-ce que c'est amélioré en termes de croissance potentielle à part aux États-Unis? Non. Donc il faut repasser parce que les besoins de financement, c'est ça là, qui est important. Le taux réel est passé en territoire négatif jusqu'en 2021 et après il y a eu 2022-2023 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont restés à un taux réel positif à 2% aux États-Unis, 1% en moyenne en zone euro, malgré la baisse des anticipations d'inflation. Parce que n'oubliez pas, les banques centrales, c'est normal, en 2022, elles voient les anticipations d'inflation monter, donc c'est normal qu'elles fassent tout pour faire monter le taux d'intérêt réel. On est d'accord. Maintenant, les taux réels, en dépit des baisses de taux directeurs, ils restent toujours très élevés. Ce qui veut dire que le taux réel d'équilibre de moyen terme a progressé, notamment lié au besoin. Le taux réel d'équilibre de moyen terme. Il a progressé. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins de financement, pas seulement dans la défense, mais dans la transition énergétique, dans la transition numérique, dans la transition démographique. Et on est tous dans la même barque. Donc, aujourd'hui, on a besoin de taux réels structurellement négatifs. Parce que sinon, même si on descend les taux à zéro, vous verrez que les taux réels ne baisseront pas beaucoup. Donc, le seul moyen, c'est de retourner pas seulement au taux zéro, c'est de retourner au quantitative easing. Parce que le seul acteur dans le monde financier qui est capable de faire passer les taux réels en territoire négatif, c'est la Banque centrale. Parce que la Banque centrale, on ne peut rien contre elle. Parce qu'elle n'a pas de contrainte de passif. Donc aucun investisseur peut lutter contre une Banque centrale. Et il faut revenir au quantitative easing. Alors évidemment, la zone euro, comme d'habitude, sera en retard. Mais les autres banques centrales... Qui va donner le signal? Parce que visiblement, c'est pas la Réserve fédérale qui est en train de donner le signal. Non, mais 2% de croissance de taux d'intérêt réel, avec les déficits fédéraux, la position extérieure qui se dégrade, elle aussi, je pense, historiquement, dans les années 60, les années de la guerre du Vietnam, dans les années 70, les années des chocs pétroliers, les années 2010, post-Lehman Brothers, ils ont eu peur
d'un remake de 29 ou d'un remake du Japon, ils ont pratiqué des taux réels sous la croissance potentielle, même s'ils n'étaient pas toujours négatifs. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà. Donc, je crois que la Réserve fédérale va... Mais elle a le temps parce qu'elle a une croissance potentielle plus forte. Nous, on n'a pas le temps. C'est pour ça que Christine Lagarde, c'est assez... c'est terrible à dire, mais c'est assez lamentable, quoi, si vous voulez. C'est très conservateur. C'est un retour, c'est un remake de Trichet, si je veux dire. Parce que Trichet, c'est... Non, ben oui, Trichet, c'est un... Mais non, mais lui, il a pratiqué des taux réels supérieurs à la croissance potentielle entre 2008 et quand il est parti en fin 2011. Oui, fin 2011. Et avec un euro très largement au-dessus. Je rappelle que l'euro était à 1,60 en juillet 2008. Après, on se plaint de la désindustrialisation. Là, je pense qu'aujourd'hui, dans ce salon-là, on va se plaindre, comme d'habitude, on va pleurnicher sur la désindustrialisation. Mais quand tu maintiens des taux réels pendant plusieurs années au-dessus de la croissance potentielle, avec un taux de change surévalué, alors là, il n'y a pas de miracle, hein. Ça, c'est sûr. Tu te désindustrialises, comme le Japon dans les années 90. Le Japon était précurseur. Ils ne se sont jamais sentis. Nous, on retourne en déflation. Pourquoi on retourne en déflation, d'après vous? Parce que la croissance va être très faible. Ça, c'est sûr, hein. D'ailleurs, l'emploi décélère assez fortement, le tracker des salaires, hein, de la BCE décélère assez nettement. Vous avez un euro plus fort. Vous allez avoir une baisse des prix de l'énergie hors Middle East, là. Voilà. Vous allez avoir le déferlement des produits chinois. C'est évident. C'est sur nous que ça va tomber. Tout comme dans les années 90. Il ne faut jamais oublier que la deuxième économie mondiale de l'époque, c'était le Japon. Et le Japon déflationniste a joué un rôle dans la baisse de l'inflation mondiale. Tout comme la République populaire de Chine aujourd'hui, qui est devenue la deuxième économie mondiale, génère une pression déflationniste, forcément, dans le reste du monde, surtout chez les pays vers lesquels elle exporte beaucoup. Donc les problèmes devant nous sont des problèmes déflationnistes. Bon, il est constant, Jean-Pierre Petit, hein, dans ça. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça qui s'est passé? D'accord, donc l'avenir est à des banques centrales qui pratiquent le quantitative easing et qui fabriquent des bulles. Mais on n'a pas le choix. Bon, oui, d'accord. Les bulles, d'accord, les bulles. Mais comme j'ai dit il y a 25 ans... Économie de bulles. Non, mais c'est pas seulement ça. Il faut vivre dans l'économie de bulles parce qu'on n'a pas le choix. Il ne faut pas vivre de l'économie de bulle. Il y a plein de pays qui font des réformes avec des taux négatifs. La Suisse, on a parlé de la Suisse, les pays scandinaves. Enfin, il y a plein de pays qui font des... Voilà. Gilles Berset. Non, je suis heureux d'entendre... On a 3 minutes pour conclure. Je suis heureux d'entendre le mot réforme. Je ne sais pas s'il y aura des taux d'intérêt négatifs, si on reviendra à ça au niveau de la zone euro. On peut se féliciter en tout cas du soutien à la demande qui est apporté par la politique monétaire. Mais ce qui est important à garder aussi à l'esprit, c'est qu'il faut que ce soutien à la demande ne nous dédouane pas quand même de la préoccupation très très forte qui a été soulignée par un tas d'intervenants. Je pense évidemment entre autres au rapport Draghi, c'est-à-dire le besoin de réformes et de réformes fortes en Europe. Et c'est ça la croissance à moyen et long terme qui peut être obtenue par l'Europe. L'Europe ne pourra pas bénéficier d'une croissance à moyen et long terme satisfaisante sans l'engagement de réformes du type de celles qui sont préconisées dans le rapport Draghi. Et là, c'est un problème de concurrence, de normes, d'union des marchés de capitaux, un ensemble de conditions qui sont à réunir et sur lesquelles on reste, hélas, particulièrement silencieux dans la période actuelle. Bien sûr, sauf que ces réformes-là, tu ne peux pas les mener politiquement, économiquement, tu ne peux pas les mener dans un environnement déflationniste. Tu as besoin d'un minimum de soutien, comme tu dis, à la croissance nominale pour pouvoir réaliser un minimum de réformes structurelles qui sont toujours un peu dommageables au début, quoi. Le mot de la fin, Sylvie Matera. Au secours, la déflation revient, la BCE. Non, mais il faut quand même espérer que ce soutien à la demande qu'on aura vraisemblablement aille vers l'investissement productif, parce que ça, c'est vraiment ce dont on a besoin. Bon. Je pense que ça doit être l'heure. On m'a pas dit dans l'oreillette quand est-ce que je terminais, mais à mon avis on y est. Merci de nous avoir suivis en direct depuis la Fraissinet, Station F, à l'occasion d'Impact PME 2025. BFM est très largement mobilisé autour de cet événement de la CPME. Toute la journée, on se retrouve demain à 9h. Merci Jean-Pierre Petit, Gilles Berset et Sylvie Matera.